Ok, ça c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Alors. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est qui? C'est Benjamin? Ouais. Là, je suis en train de travailler. Je finis dans 1 heure. Donc, moi, je suis disponible à partir de 19h15, 19h30. Ok, en tout cas, tu peux compter sur moi. Donc voilà, allez, à tard. Désolé. Alors, donc je vous demande si c'est ok au niveau du son et l'image. Merci Phil. Alors, ce jour, je vais pas me connecter au Mumble, je vais juste m'y connecter 2 petites secondes pour prévenir les gens justement qu'il y a l'émission. Et ensuite, je vais appeler là Vincent. Je lui dis que je l'appellerai entre 18h et 18h05, donc on est dans le bon timing. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer par le chat écrit, en bleu, en dessous du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Pas le chat audio, pas le chat écrit, pardon, directement sur Livestream. Je vois que la webcam bug un peu. 2 secondes. Voilà, là ça devrait être mieux. Ouais, donc je disais, vous pouvez participer via le chat bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission. On transmettra vos questions en direct à l'animateur du jour. Voilà. Ok, donc tout est bon. Je vais pouvoir appeler Vincent Gann. Bonsoir Fabien. Oui, Vincent, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Donc, Vincent Gann, analyste DailyFX FXM. Je suppose que nombre d'entre vous le connaissent et le suivent au quotidien. Déjà, je vais vous demander sur le chat écrit si vous pouvez confirmer, s'il vous plaît, que le son de Vincent est OK. Alors, normalement, le son est correct. Bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Tu me donnes le top départ, Fabien. Oui, vas-y, commence à partager ton écran. Moi, Ok. je vais surveiller les réponses là. Voilà. Voilà, son Alors, OK. normalement, là, l'écran est partagé. Oui, c'est en train de charger. Voilà. Impeccable. Ok, donc là, on est tout bon. Alors, pour être bien sûr, si vous pouvez tout confirmer là sur le chat, donc a priori, le son de Vincent, c'est bon. L'écran, est-ce qu'on voit bien? C'est bon, c'est parfait. On peut Impeccable. commencer. Donc, Vincent, déjà, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Donc, pour présenter ton parcours professionnel sur les marchés et ce qui t'a amené à en venir jusqu'à où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire analyste pour FXCM DailyFX. Exactement, donc bonsoir à tous. En effet, donc je suis analyste technique pour DailyFX depuis quelques mois maintenant. Donc mon parcours, pour résumer, ça fait à peu près 8 ans que je travaille en analyse technique. J'avais commencé ma carrière chez Day by Day, donc c'est un bureau d'analyse technique indépendant. Je pense que pour certains, vous connaissez. J'ai eu ensuite un poste équivalent chez IG Group. Ensuite, j'ai construit en fait un site dédié au marché d'échange, qui est le site Forex Trading Sat. Je ne sais pas si certains connaissent, où j'ai rassemblé un peu l'ensemble des connaissances que j'avais sur le Forex. J'ai fait un passage ensuite d'une année chez BNP Paribas en gestion de patrimoine, et me voilà donc désormais chez DailyFX, un site que je connais depuis plusieurs années, et j'ai rejoint donc une équipe dédiée à l'analyse technique, pas seulement du marché d'échange, mais en fait de l'ensemble des marchés financiers. Donc voilà, je ne sais pas si tu souhaitais que j'apporte davantage de précision. D'accord, alors c'est intéressant. Alors après, moi en tout cas, personnellement, ce qui ressort par rapport à ton parcours, c'est notamment BNP, puisque là c'est quand même des grands groupes. Alors c'était quoi exactement? C'était un métier d'analyste que tu avais chez BNP Paribas? Est-ce que tu étais en salle de marché directement? Est-ce que c'était un autre aspect du métier de trading? Alors non, c'était un aspect plus global en fait. L'environnement financier, c'était de la gestion privée, hein. Donc les marchés financiers de manière générale, davantage les fonds
davantage les fonds, des fonds actions, ce genre de choses, un peu moins le marché d'échange, mais là j'y suis revenu beaucoup plus chez DailyFX. Donc c'était vraiment la gestion des classes d'actifs les unes par rapport aux autres, la gestion de fortune, hein, des gros fonds, donc vraiment d'autres types de problématiques, des perspectives de rendement un peu long terme. C'était un autre aspect du métier. J'ai finalement fait à peu près tout connu, à la fois l'aspect vraiment très court terme, l'investissement au jour le jour, et puis des horizons de temps de placement beaucoup plus longs sur des sommes d'argent nettement plus importantes. Donc voilà, c'est venu un peu... j'ai fait le tour, on va dire, en fait, de tous ces produits-là, de tous les horizons de temps, toutes les méthodes d'investissement, de l'action pure, du titre vif, à des fonds beaucoup plus rassemblant beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de sommes d'argent. D'accord, ok. Alors, pour rester un tout petit peu sur le sujet là, justement, maintenant tu travailles donc chez DailyFX, donc tu es plus en contact avec des particuliers, même si FXM c'est un très gros courtier, donc il y a aussi des comptes beaucoup plus importants, mais la plupart sont, je suppose, des clients sont plutôt des particuliers, donc qui ont des sommes plus modestes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas en millions, mais plutôt en milliers ou en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers d'euros, mais on est donc dans d'autres types de problématiques. Est-ce que ça t'a apporté justement de voir et d'avoir eu une expérience également avec de la gestion beaucoup plus importante? Est-ce que c'est une autre méthode de travail? Est-ce que ça t'a servi justement Alors en fait, cette expérience, je l'avais déjà eue chez IG, donc là je retrouve un environnement de lecteurs, d'auditeurs, de clients assez équivalent à ce que j'avais connu auparavant. Maintenant, pour revenir sur ce que tu viens de dire, en effet, on a aussi des gros clients, donc en effet c'est plutôt quelques dizaines de milliers d'euros, mais on a aussi des clients à plusieurs millions d'euros, hein. C'est notamment le marché d'échange attire de plus en plus, on peut dire, de semi-institutionnels, en cas de particuliers très fortunés, et là on peut retrouver des catégories de clients que j'ai pu rencontrer chez BNP, en effet, en gestion privée. C'est des sommes équivalentes maintenant qui peuvent se diriger vers les titres vifs. Voilà, tout simplement. D'accord, ok, très bien. Alors, après ça, on va passer à ta méthode de travail, si tu veux bien, un peu plus concrètement. Donc, quelle est ta manière de travailler sur les marchés? Tu as dit que tu as été diplômé notamment du CFTE, c'est ça? Donc, le diplôme qui est délivré par la FAT. C'est purement une approche au niveau de l'analyse technique, ou tu es également dans l'analyse fondamentale, des choses comme ça? Alors oui, mais en effet, tu as tout à fait raison. L'analyse technique, c'est ma façon d'analyser les cours de bourse au quotidien. Donc je vais suivre moi ce que j'appelle la vie des titres, l'évolution des marchés les uns par rapport aux autres. Naturellement, j'avais commencé ma formation en analyse financière, en analyse fondamentale, en analyse économique. Donc toutes ces façons d'analyser les marchés, moi je les conjugue. Je ne vais pas me contenter uniquement de suivre l'évolution des prix. J'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière. Maintenant, pour en revenir à ce que tu viens de dire, le CFT, c'est un diplôme d'analyse technique que j'ai passé il y a quelques années. C'est un diplôme international qui est organisé par l'IFTA, donc l'association américaine des analystes techniques, qui a son antenne aussi en France. Et concernant ma méthode, écoutez, vous avez tous sous les yeux ma plateforme de trading, donc ici en données journalières. La première chose que je fais, c'est que j'organise ma plateforme par classe d'actifs. Donc par exemple ici vous avez les indices européens, ici vous avez le dollar, ici vous avez le Bund qui représente le marché obligataire, ici toutes les matières premières, ici les indices américains, internationaux, ici un certain nombre de paires de devises. Donc cette façon de travailler les marchés, cette façon d'avoir une vue intermarché, c'est ma première façon de travailler. Ensuite j'ai une approche intramarché, c'est-à-dire que par exemple les indices actions européens, je vais les analyser les uns par rapport aux autres parce qu'ils sont tous exprimés en euros, c'est plus simple dans un souci de cohérence. Ici pour les indices américains, ils sont exprimés en dollars, donc j'essaie de faire attention à cette notion de change pour justement comprendre l'impact que peut avoir l'évolution des changes sur le comportement relatif des actions d'une zone géographique à l'autre. J'ai ici toutes les paires de devises, donc je déroule ici toutes les paires de devises que je suis, il y en a un certain nombre, et j'essaie d'avoir une vue en fait cohérente, une vue d'infrastructure de tous les mouvements qui se développent sur les marchés, sur les classes d'actifs, les unes par rapport aux autres. Puisque tous ces mouvements relatifs, par exemple entre les actions, les obligations, certaines monnaies, ça dévoile un message global sur la psychologie de marché de manière générale. Est-ce qu'on va vers les actifs risqués? Est-ce que, au contraire, on se couvre? Donc ça, c'est ma première façon de travailler. Ensuite, concernant l'analyse technique, bien entendu, j'ai commencé comme tout le monde par l'aspect chartiste pur, et c'est notamment pour ça que j'ai commencé par le niveau 1 du CFT qui était dédié à ça. Ensuite, j'ai élargi aux indicateurs techniques que vous connaissez tous, les indicateurs de tendance, aussi les indicateurs de momentum. Je me concentre énormément sur les notions de divergence, ça c'est ce que j'utilise beaucoup.
Après, à travers mon expérience, j'ai eu une spécialisation en Elliott. Je pense que pour certains, vous connaissez Elliott. Hein, c'est le principe de considérer que les mouvements de marché peuvent être décomposés en vagues, en sous-vagues. Et à ce moment-là, c'est très utile d'utiliser la série mathématique de Fibonacci, que je pense que pour certains, vous connaissez, qui permet de déterminer des ratios, à la fois des ratios de retracement, des ratios d'extension. Le principe étant de considérer que les mouvements de marché sont proportionnés les uns par rapport aux autres. Il y a des proportions de marché qu'on retrouve de manière récurrente. Et ça permet d'identifier des points précis, et je vous en donnerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Donc voilà, ma façon d'utiliser l'analyse technique, c'est avant tout de l'appliquer à tous les marchés les uns par rapport aux autres, toutes les classes d'actifs, puisqu'elles ont tous un lien. Ensuite, au sein d'une même classe d'actifs, eh bien, par exemple, le marché des actions, travailler le CAC 40 en convergence avec le DAX 30, travailler le Dow en convergence avec le S&P, mais aussi travailler tous les indices actions internationaux les uns par rapport aux autres. Le marché obligataire, travailler le Bund avec les T-notes, par exemple. Et ensuite, en termes d'outils techniques, eh bien, c'est du chartis, c'est des indicateurs de tendance, des indicateurs de momentum, de l'Elliott, du fractal et du Fibonacci. Le principe, c'est de ne pas vouloir absolument utiliser tous les indicateurs techniques, puisqu'à un moment ou à un autre, on se perd, mais j'ai ma sélection, j'ai une démarche méthodologique que j'essaie d'appliquer et qui, jusqu'à présent, donne plutôt de bons résultats. Donc, le principe, pour moi, c'est ça qui est important en analyse technique. Peu importe d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 outils, le principe est d'avoir une approche méthodologique et de s'y tenir, et puis surtout de la maîtriser. Là, je commence par exemple en ce moment à m'intéresser à Ishimoku, mais j'évite de trop l'utiliser parce que, écoutez, je la maîtrise pas à 100%. Donc voilà, le principe c'est ça. On s'intéresse à un outil technique, on apprend à le maîtriser, on fait ses armes dessus, et ensuite on peut l'associer aux autres outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Ok, très bien. Alors, on va rentrer un peu plus en détail. 2 petites secondes, s'il te plaît, Vincent, parce qu'on sonne. Il faut juste que j'aille. Donc, je reviens dans 2 petites secondes. Désolé, c'est pas très professionnel. Aucun problème, je t'en prie, Fabien. Je vais patienter. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Alors, de retour, voilà. Donc, oui. Si vous avez des questions sur la méthode de travail de Vincent, n'hésitez pas à l'indiquer sur le chat écrit. Déjà quelques questions qui étaient arrivées, mais là c'était plus par rapport au parcours tout à l'heure, donc on avait déjà bien vu cet aspect. Il y avait Phil qui partageait un lien également sur le chat écrit. Voilà. Et qui donnait le lien vers Forex Trading Sat. Oui, voilà, ça c'est un site que j'ai conçu de A à Z, tout à fait. Ouais. D'accord, est-ce qu'il est lié à Trading Sat? Parce qu'il y a un autre site uniquement Trading Sat, c'est ça? Oui, en fait, c'est une sous-partie, en fait, c'est une rubrique dédiée au Forex où j'ai pu rassembler toutes les connaissances que je pouvais avoir en termes de stratégie Forex, de guide Forex, de façon de travailler les marchés. Voilà, bon, ça a été une mission intéressante, c'est un peu la partie web des marchés financiers et je suis très content de l'avoir fait. Une fois le site a été réalisé, écoutez, je pense que maintenant il fonctionne bien, j'en suis assez content. C'est vraiment ce que moi, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce que j'ai essayé de faire depuis 8 ans, d'essayer de comprendre tous les aspects des marchés financiers, si bien l'investissement particulier, l'investissement des institutionnels, les grandes fortunes, les capitaux peut-être plus modestes qui tentent de s'investir aussi sur les marchés financiers. De la même façon, je voulais voir aussi ce que c'était que de travailler du côté web. Donc voilà, ça a été une mission d'1 an extrêmement intéressante et j'en suis très content. Ok, très bien. Alors, pour en revenir donc à ton approche, donc tu as dit ce qui est important pour toi, donc c'était l'étude des corrélations, en tout cas la comparaison des marchés et leur impact les uns sur les autres. Oui. Essayer de cerner l'aspect psychologique global, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dans une tendance où les capitaux vont être attirés par les actifs à risque, est-ce qu'on est plutôt dans une tendance où les capitaux vont être attirés par les valeurs refuges. Donc en dessous de ça, ensuite une fois qu'on a fait ce travail un peu de gros en fait, de macro on va dire, on se concentre un peu plus. Donc ce que tu utilises là et ce qu'on voit sur tes graphiques, c'est support et résistance, que ce soit oblique ou horizontal. Donc tu as parlé de ratio, que ce soit les vagues d'Elliott ou les retracements de Fibonacci. Alors un mot par rapport à ces ratios là, à ton avis c'est valable d'utiliser ça et à quoi c'est lié? C'est vraiment lié à la psychologie des foules ou maintenant c'est autoréalisateur par rapport au fait que beaucoup de gens l'utilisent? En fait, c'est plus que ça. Clairement, les ratios pour moi de Fibonacci, ce que j'appelle les proportions de marché, ça permet d'identifier des points. Et pour répondre à ta question, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fiable sur les marchés. C'est juste un outil. À chaque fois, c'est extrêmement surprenant de voir qu'à travers ces ratios, on identifie des points
Donc vraiment des gros niveaux de cours, et je vais vous donner quelques exemples qui, lors de leur premier test, provoquent systématiquement une inflexion des cours. Moi, c'est ma façon de travailler, j'identifie les points grâce aux extensions, au retracement, bien sûr tout ça s'inscrit dans un cadre de vague d'Elliott. Et lorsque les cours vont tester pour la première fois ce point, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Un second test, déjà, ce sera moins pertinent. Alors par exemple, ce que vous avez ici sous les yeux, c'est la représentation graphique en données journalières de l'indice CAC 40. Vous l'avez forcément tous reconnu. En effet, il y a un certain nombre déjà de niveaux de support et de résistance horizontaux. Je pense que c'est la base de l'analyse technique, savoir correctement tracer les niveaux de résistance horizontale, soit en se basant sur les cours de clôture, soit en se basant sur des mèches de marché, ce que j'appelle ici par exemple la volatilité haute. Lors de cette séance du 28 mai sur l'indice CAC 40, on a fait un sommet de marché à 4073 points. De manière générale, j'estime que lorsqu'on retrouve un niveau plusieurs fois, alors retrouver un niveau plusieurs fois, c'est quoi? C'est lorsqu'on va le retrouver de manière chartiste, c'est lorsqu'on va le retrouver en retracement ou lorsqu'on va le retrouver en extension, c'est là qu'il va produire des effets très importants. J'utilise aussi la notion de divergence d'indicateurs de momentum. Je vais juste vous montrer un exemple. Ici, alors sur ce graphique du CAC 40, vous voyez, vous avez beaucoup de choses. Vous avez déjà un décompte, vous avez ici un certain nombre de chiffres qui viennent identifier des vagues de marché, ici notamment 5 temps de hausse qui se sont développés sur l'indice CAC 40 entre juin 2012 et mai dernier. Donc on a eu 5 temps de hausse complet. Depuis le sommet de marché de l'indice CAC 40 à 4070 points, on est rentré dans une phase corrective. Alors pour l'instant, c'est un essai de décompte. Vous savez qu'en Elliott, lorsqu'on a 5 temps de hausse, on le corrige en 3 temps de baisse. On a réussi le premier temps de baisse, les traits A, et nous serions actuellement en train de construire le second temps correctif, les traits B, sachant que de manière usuelle, on observe généralement que la vague B représente le plus souvent des cas, 76,4% de retracement de la vague A, mais on peut tout à fait avoir une grande vague B qui retrace 100% de la A. Donc il ne serait pas choquant, même en défendant une vue corrective de marché ou un marché plat, de voir le CAC 40 rejoindre les 4077 points, sans pour autant faire partie de ceux qui pensent que le CAC 40 va s'envoler. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour vous parler des divergences, le graphique du CAC 40 est très utile pour identifier à quel point les indicateurs peuvent bien fonctionner. Je vous donne juste un exemple. Rappelez-vous, donc on était ici au mois de mai dernier sur l'indice CAC 40, et rappelez-vous, on avait eu une accélération du CAC 40 au-dessus donc des 4056 points. Première chose où l'approche intramarché fonctionne bien, ce jour-là, ici, le 28 mai, l'indice CAC 40 était le seul indice européen et international à faire de nouveaux plus hauts. Déjà, premier indice, première suspicion, l'indice CAC 40 est le seul indice à tenter de faire des nouveaux plus hauts. C'est là que l'approche intramarché donne plutôt un message négatif. Les autres indices ne le font pas. Première chose, ça c'est l'intramarché. Ensuite, l'indice CAC 40 tente de faire un nouveau sommet. Regardons ce que nous disent les indicateurs de momentum, les oscillateurs. J'utilise moi énormément le RSI puisqu'il identifie des divergences très propres. Je compresse, donc on va revenir ici à cette période. Voilà, nous avions donc ici entre le 22 mai, le sommet du 22 mai et le sommet du 28 mai, où vous aviez en effet sur l'indicateur RSI la construction ici d'une divergence baissière parfaitement identifiée. Donc deuxième indice que le sommet que le CAC 40 tentait de faire à 4070 points était suspect. Donc premier indice, l'indice CAC 40 était seul au monde, la vue intramarché n'est pas respectée. Deuxième indice, vous aviez ici une divergence baissière assez propre sur l'indice CAC 40, ça c'était la première chose. Et ensuite, potentiellement ici, en données chartistes, eh bien, la construction d'une figure en double sommet. Ce double sommet a été activé lorsque l'indice CAC 40 a donc rompu ici le niveau des 3940 points, 3938 points, et lorsqu'on a rompu cette ligne de coût qui se situait ici, a commencé un marché baissier. Vous avez donc ici la vue intramarché, on vient d'utiliser la notion d'indicateur de momentum, on a identifié ici une divergence qui nous montrait que ce sommet que tentait de faire le CAC 40 était suspect. En plus de ça, vous aviez ici un cinquième temps de hausse on pouvait ici identifier un sommet de marché en reportant les mouvements précédents en extension de la vague 1 au sommet au point bas de la 4. Je reviendrai sur cet élément là tout à l'heure. Je tenais surtout ici à vous montrer le rôle aussi que peuvent avoir les indicateurs de
tendance bien paramétrée sur cette fameuse série mathématique de Fibonacci dont je vous ai parlé tout à l'heure, sachant que les ratios de retracement et d'extension sont construits sur cette série mathématique. Ici, vous avez par exemple la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes. Pourquoi 21 périodes? Parce que 21 fait partie de la série mathématique de Fibo, au même titre que 34, que 55. C'est assez facile de savoir comment elle est construite, cette série. Vous pouvez chercher ça sur le web. Moi, je vous invite à paramétrer tous vos indicateurs de tendance sur cette série-là. Et vous observez sur l'indice CAC 40 que le jour où en données journalières on casse en clôture cette moyenne mobile, eh bien on a derrière un mouvement baissier, et ici au contraire le 4 juillet on l'a refranchi et a commencé donc un mouvement haussier. Donc le principe, ma façon d'utiliser l'analyse technique, c'est de combiner l'aspect chartiste. Ici, vous avez une figure de retournement de tendance en double sommet, sous 4070 points. Les indicateurs de momentum, vous aviez ici une divergence baissière, l'approche intramarché. L'indice CAC 40 était le seul à tenter de faire un nouveau sommet, l'approche héliotiste, où vous aviez ici l'aboutissement d'un 5e temps de hausse. Et il est extrêmement usuel d'observer qu'au bout d'un 5e temps de hausse, on a à ce moment-là des formations de divergence baissière, la rupture d'un indicateur de tendance. Vous aviez donc tout ici, lors de cette séance du 31 mai, lorsque les 3938 points ont été inscrits en clôture pour anticiper la création d'un marché baissier, et l'objectif naturel étant bien sûr ce support majeur à 3600 points sur l'indice CAC 40. Alors depuis, on est donc dans un marché potentiellement encore correctif, dans le meilleur des cas un marché plat compris entre 3600 points et 4077 points sur l'indice CAC 40. Comme je vous l'ai expliqué, maintenant, cette vague B elle est actuellement en construction. Je ne sais pas si elle est finie pour le moment, mais vous observez que l'indice CAC 40, dans toute cette phase de reprise haussière, regardez, je vais vous faire figurer les ratios de retracement. Voilà. Vous observez qu'à chaque fois qu'on a fait un ratio de retracement, ici par exemple 61,8% de retracement de tout ce mouvement baissier, et bien écoutez, regardez, pile poil 3882 points, un niveau sur lequel l'indice CAC 40 a plafonné 4 séances. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est que ces 3884 points, 61,8% de retracement, se conjuguaient avec un niveau de chartiste horizontal. C'était donc un niveau que vous retrouviez, j'ai même envie de dire, 3 fois. Pourquoi ? Pour ceux qui défendaient la création d'une structure en tête-épaule sur le CAC, structure chartiste, vous aviez ici la hauteur de la première épaule. Pour ceux qui utilisent l'aspect chartiste pur, vous aviez un niveau horizontal. Et pour ceux qui utilisent les retracements de Fibonacci, vous aviez 61,8% de retracement. Et je vais même ajouter à ça un aspect fractal, un aspect extension. Je vais reporter ici, regardez, je reporte. Voilà, regardez, je reportais 100% de l'amplitude de cette première jambe de hausse au point bas ici de mon temps 2 de consolidation, et je trouvais 3876 points. Donc pour résumer et essayer de simplifier ce graphique là où j'ai rajouté plein de choses, vous aviez ici à 3884 points une zone qu'on retrouvait 4 fois. Il était donc logique qu'elle provoque 1, 2, 3, 4, 5 séances de plafonnement des cours. Donc en gros, ce que je viens de vous illustrer là, c'est vraiment ma façon de travailler l'analyse technique, d'essayer d'identifier un point, et lorsqu'un point je le retrouve 2, 3, 4 fois, eh bien j'ai une conviction forte qui est que ce point va provoquer une inflexion des cours, un rejet des cours dans un mouvement haussier, au moins lorsqu'on le teste la première fois. Alors là, pour revenir sur l'indice CAC 40, il tente de s'affranchir des 3958 points, qui est un niveau de résistance important. S'il est franchi hier, on avait testé 3976, qui était aussi un niveau de résistance. Si on s'en a franchi, bah écoutez, depuis le début de l'été, on est dans une tendance haussière en swing trading, toujours bien portée par cette moyenne mobile exponentielle à 21 périodes. Ne pas se mettre en face de la tendance, surtout que, rappelez-vous, mon approche intramarché et intermarché, vous avez une tendance haussière ferme à Wall Street, des nouveaux sommets historiques sur le S&P 500, sur le Dow Jones, des nouveaux sommets annuels sur le Nasdaq. Vous avez un alignement de la configuration graphique du DAX 30 et du CAC 40. Pour le moment, c'est haussier en swing, et ça laisse sur le CAC 40 tant qu'on tient cette moyenne mobile exponentielle à 21 périodes, et tant qu'on tient ce canal ascendant et le niveau horizontal des 3882 points, qui était le niveau, rappelez-vous, qu'on retrouvait 4 ou 5 fois. Donc voilà, concrètement, Fabien et tous les auditeurs, c'est ma façon de travailler l'analyse technique. Donc là, on a bien parlé du CAC 40. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on parle d'autres actifs. Comment tu vois les choses, Fabien ? Alors, par rapport au CAC 40, donc là tout de suite, toi, tu auras un biais là plutôt de continuation. Donc pourtant, on pourrait retester les précédents plus hauts qui ont été marqués, ou on devrait plutôt ralentir justement, puisqu'on est toujours dans la zone, même si on l'a légèrement franchi, de ces 76
Alors, soyons bien clairs, justement, sur le CAC 40, il y a en fait actuellement 3 lectures. Il y a les investisseurs qui considèrent que sur 3600 points, on a fait un bas de marché définitif, et que depuis 3600 points, on a commencé un marché aussi impulsif. Dans ces cas-là, qui nous amènerait à franchir les 4077 points et faire de nouveaux sommets annuels, à l'image de ce qu'on fait Wall Street. Il y a une deuxième école qui prétend qu'en Europe, on sous-performe, ce qui est la réalité, et donc si on sous-performe, si Wall Street dévoile une tendance haussière à long terme, nous, en Europe, on serait dans des marchés plats. Donc un range compris entre 3600 et 4077 points. Et enfin, il y a une troisième école qui considère qu'on est toujours en train de corriger les 5 temps de hausse qu'on a construits depuis ici l'été 2012, qu'on est dans un marché correctif en 3 temps, et c'est comme ça qu'on fonctionne dans les notes, qu'on sera en train de construire le second temps. Moi, je serais plutôt en faveur de cette lecture-là. Au fond, si on cherche le point commun de ces 3 approches, le point commun c'est quoi? C'est 3600 points et 4077 points. Tout ça pour dire qu'actuellement, on est certes dans un marché aussi à court terme sur l'indice CAC 40, on le retrouve aussi sur le DAX 30, on le retrouve sur plein d'indices, mais on est probablement plus proche de la fin de cette hausse que du début. On arrive donc dans une zone à risque sur les indices actions, on arrive dans une zone de prise de profit, j'estime, sur l'indice CAC 40. Pour moi, tout ce qui est compris entre 4000 et 4077 points, pour les acheteurs depuis les supports majeurs, pour les acheteurs depuis le franchissement de la moyenne mobile, pour les acheteurs depuis le franchissement des 3882 points, on arrive plutôt dans les zones de prise de profit. Maintenant, soyons honnêtes, la tendance, elle est haussière ici sur l'indice allemand DAX 30, et je vous invite sur l'indice allemand DAX 30 à observer à quel point ici vous avez une oblique de résistance haussière qui vient à chaque fois attraper les tops de marché, et c'est notamment hier pile poil le top de marché ici qu'on a fait. Donc n'oublions pas les outils chartistes de base, clairement ils fonctionnent bien. La moyenne mobile aussi à 21 jours exponentielle, vous pouvez l'utiliser aussi sur l'indice allemand DAX 30, mais simplement faisons un petit tour sur les indices actions américains. Ici, vous avez l'indice Nasdaq 100. Je comprime juste les prix pour que vous puissiez réaliser à quel point le marché actions, regardez, le Nasdaq, depuis l'année 2009, c'est une tendance haussière parfaitement bien construite. Tout a commencé par un double creux, un mouvement haussier, une phase latérale, une phase de tendance, une phase latérale, une phase de tendance. Et à nouveau, ici, à plus court terme, sur l'indice Nasdaq 100, on a eu un mouvement haussier ici, rappelez-vous, en avril-mai dernier, une phase corrective qui s'est terminée le 24 juin dernier, au début de l'été, à nouveau une phase de hausse. Si vous reportez l'amplitude de ce mouvement haussier d'avril-mai au point bas de la phase corrective, eh bien, cela vous donne un objectif sur le Nasdaq 100 qui se trouve encore plus haut. Ici, ça se trouve ici, vous reportez 100% de l'amplitude de cette phase de hausse au point bas de cette phase de correction, vous obtenez 3145 points, et en plus, magie, 3145 points, semble correspondre au report de cette ligne de tendance haussière au point haut ici du 22 mai, ce qu'on peut appeler une ligne de canal. Moi, je pense en effet que les indices actions américains, pour l'instant, n'ont pas fini de monter, et j'achète en fait les premiers supports. Alors maintenant, sur l'indice Nasdaq, est-ce que ce sont les tops ici du 22 mai qui vont relancer la hausse? Est-ce qu'on va aller chercher 3000 points? De la même façon sur le S&P 500. Est-ce que sur le S&P 500, alors attendez, je vais retirer le RSI, est-ce que sur le S&P 500, on va revenir sur 1655 points avant d'aller chercher plus haut? Est-ce que sur l'indice Dow Jones, et regardez le magnifique canal haussier que vous avez ici en données journalières sur l'indice Dow Jones, est-ce qu'on va aller chercher plutôt ici les 15 345 points ou carrément rebondir sur le bas du canal? Tout ça pour dire que les indices américains sont haussiers, ici font de nouveaux sommets historiques. Je vous invite à observer ici les anciens sommets historiques de l'indice Nasdaq. Les anciens sommets en clôture se situent d'ailleurs pile poil à 15 400 points. Donc au final, 15 400 points sont les anciens sommets historiques en clôture, rencontrent actuellement le renfort d'une ligne de tendance haussière, et puis vous avez ici tranquillement la moyenne mobile exponentielle. Alors je vais la tracer à 34 périodes ou à 21. À 21, elle doit être un peu plus proche des cours. Voilà, qui arrive ici. Parenthèse, juste par rapport à justement aux outils que tu utilises. Là, je vois que tu parles 34 et 21, ça c'est basé sur quoi Alors c'est basé sur la série mathématique de Fibonacci. Alors pourquoi en fait Fibonacci, cette série mathématique est importante? En fait, c'est une série mathématique, au fond, peu importe les chiffres, là je les utilise parce que je paramètre mes indicateurs dessus, mais en fait ce qui compte c'est la relation de proportion qui existe entre les chiffres appartenant à cette série. Et quand on parle de ratio de Fibonacci, beaucoup de personnes utilisent ces ratios 50%, 61,8, 38,2, 76,4, etc. comme ça un peu au hasard, parce qu'au fond ça fonctionne bien, mais tout simplement parce que ces ratios sont la relation de proportion qu'il existe entre la plupart des chiffres appartenant à la série mathématique de Fibonacci. Donc
21 en fait partie, 34 en fait partie, 55 en fait partie, etc. Je vous invite à aller sur le web, hein, vous allez trouver assez facilement, et puis bientôt sur DailyFX, hein, puisque justement très prochainement un guide sera disponible sur cette série mathématique de Fibonacci, mais tout simplement ce sont des proportions qu'on retrouve partout. Sur les marchés financiers, dans la nature, dans les constructions, simplement la plupart des constructions, l'architecture à travers le monde, toutes ces tours, par exemple, très hautes qui tiennent et qui ne s'écroulent pas, tout simplement, bah voilà, elles sont construites sur ces proportions-là. Donc ce sont des proportions qu'on retrouve un peu partout dans la nature. On ne sait pas pourquoi, mais elles sont respectées. Ce sont des proportions mathématiques qui permettent eh bien, aux édifices, à beaucoup de choses, de bien fonctionner. Et elles sont aussi parfaitement applicables sur les proportions de marché, sur les prix des actifs cotés. Donc à la base de cette série mathématique, à la base des ratios de retracement et des ratios d'extension, ce sont des relations mathématiques, mais au-delà de ça, ce sont des relations mathématiques qui permettent à des choses concrètes, matérielles, naturelles, d'exister et de perdurer à travers le temps. D'accord. Alors juste une parenthèse, effectivement on en a déjà parlé ici, nous, au fur et à mesure des émissions, etc. Toi, quel est ton avis là-dessus? Parce qu'en fait, effectivement, c'est des ratios qu'on retrouve dans de nombreux éléments, voilà, on va dire, autres que le trading. Cependant, la spécificité des marchés, c'est que ce sont des intervenants, donc ça reste des échanges entre humains, et la plupart sont conscients, en fait, justement, de ces ratios. Alors, est-ce que ça invalide pas un peu la validité de ces derniers, sachant que, en fait, certaines personnes, justement, s'adaptent aux conditions de marché selon ces ratios, ce qui fait que est-ce que ça fausse pas un peu l'aspect naturel de la force de ces ratios? Tu vois où je veux en venir ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire, Fabien. En fait, c'est toujours un peu la question qu'on se pose sur l'analyse technique, le fait que si tout le monde est d'accord sur un point, on l'a tous vu, est-ce que ça va forcément fonctionner? Écoutez, moi je pense que ça ne pose strictement aucun problème, tout simplement parce que déjà gardons à l'esprit que l'analyse technique, si ici, parmi tous nos auditeurs, on est tous nombreux à utiliser, sachez que ça reste, en tout cas en France, une méthode pour appréhender les marchés qui reste minoritaire. L'analyse technique, en France et dans de nombreux pays européens, elle est loin d'avoir fait sa place comme elle a pu la faire dans les pays anglo-saxons. Et même dans les pays anglo-saxons, ça reste une façon d'apprendre les marchés qui n'est pas en tout cas majoritaire. Donc déjà, ces fameux points que nous, analystes techniques, on identifie tous, la plupart des gérants, etc., ils les ont pas forcément vus. D'autre part, regardez par exemple le support majeur sur le CAC 40 qui était compris entre 3571 points et 3600 points. On l'avait en effet tous vu venir dans ce marché baissier. On l'avait tous vu venir et certains se disaient justement, puisqu'on sait tous que ce support va contenir les cours, il n'y a aucune raison que ça marche, puisqu'on l'a tous vu. Écoutez, force est de constater qu'il a donné le point de départ à un mouvement haussier. Donc moi, ça ne me pose pas de problème le fait qu'on soit des milliers à utiliser ces outils-là, des milliers à voir les mêmes points. L'analyse technique, elle regorge d'outils. On a tous une façon différente de l'utiliser. Il n'y a pas un analyse technique qui se ressemble. Regardez même par exemple, avec l'outil Ishimoku. Ishimoku, il se trace automatiquement. Donc alors là, pour le coup, on voit tous la même chose. Et pourtant, Ishimoku est un outil technique qui permet à de nombreux traders de faire des trades gagnants. Et pourtant, ils voient tous les mêmes points. Donc voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qui me gêne en fait. D'accord, ok. Voilà. Alors je ne sais pas si parmi les auditeurs vous souhaitez qu'on passe en revue certains actifs qui vous intéressent. Moi j'avais en fait, je voulais revenir sur deux actifs, mais on peut revenir à la fin dessus. C'était les paires en yens, l'euro yen et l'once d'or. Mais voilà, moi ce que je souhaiterais savoir parmi les auditeurs, c'est allez-y si vous souhaitez qu'on regarde un actif, une paire de devises, un indice. Voilà, je vous donnerai mon opinion dessus. On peut échanger à ce sujet. Ok, alors il y avait quelques questions. Alors Nico qui demandait bonjour tout le monde. Voilà, justement ça parlait d'Ishimoku. Alors je sais pas ce qu'il pense. Je sais pas s'il se penche sur Ishimoku. Peux-tu donner son avis sur cet indicateur? Tu viens de donner un parti, mais a priori tu as l'air d'être plutôt intéressé, en tout cas de penser du bien de cet indicateur. Alors moi Ishimoku, je me garderai en fait là de l'utiliser de manière précise parce que je suis pas un expert d'Ishimoku, je sais globalement le lire. Moi voilà, je fais pas partie des analystes techniques qui vont utiliser qu'un seul indicateur. Les traders d'Ishimoku n'utilisent pour la plupart du temps uniquement Ishimoku. Nous d'ailleurs chez DailyFX on a une spécialiste d'Ishimoku, Karen Pelwal, on fait régulièrement des formations à ce sujet-là. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à visiter le site DailyFX. Mais de manière générale, voilà comment moi j'utilise Ishimoku. Je vais l'utiliser
en conjonction, en combinaison de mes autres indicateurs. Si j'ai un doute sur un actif, que mes outils habituels ne me permettent pas de trancher, je vais regarder éventuellement ce que donne Ishimoku. Alors, regardons d'ailleurs sur le CAC 40 ce que pouvait nous indiquer Ishimoku à l'époque. Donc là, je vais aller l'ajouter. Donc je suis sur la plateforme MarketScope d'FXM et je vais ajouter ici donc Ishimoku. Voilà, hop, là je l'ai ajouté. Alors concrètement, ici, ce que vous indiquez Ishimoku, en tout cas le signal d'achat d'Ishimoku, a été donné ici par exemple lorsque on est sorti par le haut du nuage, mais il y a eu ici, bien avant, de nombreux signaux d'achat donnés par Ishimoku. Alors attendez, je vais simplement, voilà, la Kijun, hop, on va la mettre en vert. Donc concrètement, Ishimoku, lui, vient vous confirmer qu'on est dans une tendance haussière sur les indices, tout simplement parce qu'on est au-dessus de tout, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la lagging span ici, a même franchi les prix. Moi, voilà ce que je vois ici sur Ishimoku. Vous aviez ici un signal d'achat intéressant, et vous aviez surtout ici la confirmation que les 3882 points, rappelez-vous 3882 points, c'était un point que je retrouvais à la fois en retracement, en extension, c'était un point chartiste, et ici, Ishimoku, lorsque les cours ont traversé le nuage, venait confirmer qu'on avait vraiment franchi les 3882 points. Donc là, je vais retirer Ishimoku parce que je suis loin d'être un expert et je vais mal l'interpréter, mais voilà comment moi je vais l'utiliser, comme un outil technique de plus dans ma combinaison d'indicateurs techniques. Par contre, soyons honnêtes, je l'utilise vraiment, j'utilise peu souvent, mais voilà. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Je n'utiliserai pas que Ishimoku, mais je vais l'utiliser de temps en temps en convergence avec mes autres outils techniques. Ok. Alors, il y a Market Bull qui disait un ouvrage à conseiller pour apprendre Elliott et Fibo à 100%. Alors, un ouvrage à conseiller pour apprendre Elliott et à 100%, vous avez le Prechter, la théorie des vagues d'Elliott par Prechter, par exemple. Mais de manière générale, moi, Vincent Gann, je vous ai préparé, je suis en train de préparer un guide justement sur Elliott. Et il sera prochainement en ligne justement sur la rubrique éducative de DailyFX, donc courant à peu près mi-août. J'ai essayé de faire une synthèse en fait de la façon de l'utiliser, mais après si je dois vous conseiller un livre, en effet c'est le Prechter. Donc là j'ai pas accès au chat, je sais pas vraiment comment poster de message, mais ça s'écrit P-R-E-C-H-T-E-R. Je sais pas si Fabien tu le connais, si éventuellement tu peux le remettre. Je connais pas, mais j'ai écouté ce que tu as dit. Donc après je mets quoi? J'ai mis Prechter et après je mets quoi? La théorie des vagues d'Elliott, voilà, par Prechter. Ok, je vais essayer de mettre un lien vers Amazon. 2 petites secondes le temps que ça charge. Elliott Web International. Ouais, donc c'est un américain. Il est en français également le livre ou il est qu'en anglais? C'est ça. Alors c'est quand même mieux de le lire en anglais, c'est quand même assez simple. D'accord. Mais je pense qu'il doit exister traduction française. Ok, donc j'ai trouvé le lien. Voilà, je vous le mets pour ceux que ça intéresse. Ouais. Après voilà, dans l'Elliott, il ne faut pas non plus s'enfermer dans des comptes en vague où on part dans tous les sens. Il y a aussi des personnes, des analystes qui ne font que du Elliott. Pour moi, c'est une erreur, comme ceux qui ne font que du Ishimoku. Il ne faut pas s'enfermer dans une méthode d'analyse technique. Il faut savoir prendre du recul, écouter ce que nous disent les cours, les actifs. Et c'est ça l'avantage d'utiliser plusieurs indicateurs. Donc moi, vous voyez que sur mon graphique du CAC 40, il y a des comptes en vague. Mais pour moi, ce qui compte avant tout, c'est le sens du marché, c'est les proportions. Et lorsqu'un marché crée et développe des vagues, il y a des proportions qu'on retrouve de manière récurrente. C'est pour ça que je les utilise. Mais de la même façon, je prends beaucoup de recul. Donc, c'est utile de savoir comment ça marche, mais je déconseille, moi, d'aller lire 4-5 bouquins sur Elliott et de ne faire que ça. Ça ne sera pas la clé de la réussite. D'accord, ok. Alors, Market Bull qui disait, il a aussi dit qu'il conseillait de paramétrer cet indicateur d'une manière, mais je ne sais plus laquelle. Normalement, on est de revenu dessus, déjà, Market Bull. Donc, il y avait les moyennes mobiles, c'était 21 et 34. Après, au niveau du FIBO, il avait repéré le seuil des 0,76 4%. Après, sinon, c'est les ratios qu'on a l'habitude de voir, 61,8, etc. Oui, voilà, tout à fait. Et en fait, ces mêmes ratios, eux, voilà, c'est des proportions qui lient en fait les différents nombres de la série mathématique de Fibonacci. Donc, si je peux vous la refaire, ça fait 1, 2, 3, 5, elle se construit comme ça. Là, j'ai pas accès au chat, mais je pourrais vous la reconstituer en direct, cette série mathématique. Justement, il y a Phil qui est un bon contributeur là, qui vient de nous poster justement la suite de Fibonacci. Voilà, donc, elle peut être reconstituée en direct et vous allez voir qu'entre ces nombres, à chaque fois, il y a des proportions que vous allez retrouver systématiquement et elles constituent ces fameux ratios de retracement d'extension. Donc vous avez le 50% que vous retrouvez forcément dans la relation entre 1 et 2. Ensuite, entre 3 et 5, 5 et 8, 8 et 13, etc., vous allez retrouver toutes ces proportions.
Donc si Philippe justement peut donner des exemples dans le chat de ces proportions, mais voilà. Ok, très bien. Et ces proportions, on les retrouve partout, sur les marchés, dans la nature, dans la construction, dans la façon de construire des routes, dans plein de choses. Ok. Alors, alors là, tu avais fini par rapport aux indices américains, parce que je crois que je t'avais coupé justement par rapport à la moyenne mobile. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Alors sur les indices américains, non, j'ai pas d'autre chose à dire, si ce n'est que bah voilà, c'est une tendance haussière qui est forte. Pour l'instant, honnêtement, j'ai été le premier surpris lorsque le Dow Jones, le S&P 500 ont inscrit de nouveaux sommets historiques. Je voyais déjà que le Nasdaq faisait de nouveaux sommets annuels. Je me demandais au fond qui avait raison, puisque à ce moment-là, S&P 500 et Dow Jones plafonnaient sous leur sommet historique. Et finalement, ce qu'on peut retenir des indices actions américains, c'est que c'est toujours le Nasdaq qui montre la voie. C'est le premier indice occidental à avoir renoué avec une tendance haussière à l'automne 2008, alors que CAC 40, DAX 30, Dow Jones, etc. faisaient encore des nouveaux bas. C'est toujours lui qui montre la voie. Donc s'il y a quelque chose à retenir des dernières semaines, ne pas se mettre en face de la tendance du Nasdaq. Tant que lui est haussier, eh bien, il mènera la tendance des actions internationales. Alors ça ne veut pas dire que le CAC fera de nouveaux sommets annuels, mais en tout cas, on aura une tendance haussière en Europe. Par contre, l'Europe peut tout à fait sous-performer. Ça, c'est pas un problème. Voilà. D'accord, très bien. Alors, après, d'autres actifs, tu as dit notamment toi que tu étais spécialiste sur l'or. Alors, est-ce que ça t'intéresserait de revenir sur l'or qui a beaucoup bougé ces derniers mois, oui. avec une forte baisse qui a, à mon avis, surpris pas mal de monde. Mais qu'est-ce que tu en penses et quelle est ta vision sur ce marché? Alors, moi justement, j'ai plusieurs choses à vous montrer sur l'or, plusieurs choses intéressantes. Bon, comme vous le savez, l'or a fait un point bas à 1178 points. Alors là, justement, je voulais vous montrer quelque chose. 1178 points, on l'obtenait, mais avec une précision presque chirurgicale, justement en extension. Donc clairement, déjà, les ratios d'extension de Fibonacci vous permettaient d'attraper le point bas de l'or. Ça, c'est une première chose que je voulais vous montrer. Puis après, on va travailler sur le mouvement de reprise qui se développe actuellement. Alors ici, je vais passer en horizon de temps hebdomadaire, comme ça va permettre de compresser davantage les prix. Donc là, vous avez la représentation graphique de l'once d'or en données hebdomadaires. Donc vous voyez là tout le mouvement haussier de l'or jusqu'à son sommet à 1900 $. Ensuite, un mouvement baissier qui s'est déployé. Ici, on a eu la rupture, rappelez-vous, d'un niveau de support majeur qui est devenu résistance majeure à 1540 $. Donc finalement, ici, au-dessus des 1540 $, vous avez presque 2 ans de cotation l'or qui sont enfermés. Donc lorsque ici, cette semaine d'avril 2013, on a rompu les 1540 $, c'était signal de vente. Bon, ça, c'est la partie chartiste. À partir de ce moment-là, l'or est entré dans une phase baissière, et l'idée, c'était d'aller chercher un point bas. Bon, se demander où allait aller le point bas. Ici, vous avez un temps correctif en 3 temps, et vous allez donc prendre ici l'outil d'extension Fibonacci, vous allez attraper ici le plus haut, le plus bas, reporter à ici. Lorsqu'on développe un mouvement correctif en 3 temps, on ABC, communément A égale B, A égale C. C'est ce qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire que le premier mouvement correctif, reporté au sommet du second mouvement correctif, en amplitude, permet d'obtenir un niveau de support. Ici, c'était, entre autres, les 1397 $. Regardez ici, 1397, ça va être un premier point de stabilisation. Ça a été rompu. Et lorsqu'on enfonce le A égale C, on tend généralement vers 1,61,8 d'extension du mouvement A, reporté au sommet du deuxième temps de correction. Ce qui permettait d'obtenir 1151 $. 1151 $, moi c'était le niveau que je visais précisément. Il se trouve qu'on s'est arrêté à 1178. 1178 qui correspondait par contre ici à un niveau de chartiste. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul. Les extensions de Fibonacci permettaient de viser 1150, mais l'analyse chartiste disait attention, on va s'arrêter à 1178. Donc il fallait faire attention et on s'est arrêté à 1178. En tout cas, les extensions et les niveaux de chartiste disaient qu'il était peu probable, comme on a pu l'entendre quelque part dans de nombreuses colonnes, que la baisse allait s'arrêter sur 1000 $. Non, il y avait du lourd avant les 1000 $. Alors maintenant, on va revenir à plus court terme, en données 4 heures, pour comprendre jusqu'où pourrait nous emmener le rebond technique de l'or. Déjà, première chose, qu'est-ce qui favorise à court terme la hausse des métaux précieux? C'est la baisse du dollar. Et ça, vous l'avez vu, la baisse du dollar, je vous le montre rapidement. Ici, vous avez le FXM dollar index, la représentation graphique du dollar américain face à un panier de devises. Alors, vous avez 25% face à l'euro sterling, au dollar australien, à l'euro, au yen japonais. C'est recalculé tous les jours. Il est très pratique, ce FXM dollar index. Et vous observez ici que depuis le 8 juillet, on est dans une phase baissière. Vous savez que le dollar
est actuellement en phase baissière, tout simplement parce qu'il semble désormais loin d'être évident que la Fed se désengage de sa politique monétaire accommodante à partir du milieu de l'année 2014, comme elle l'a longtemps dit. Donc un maintien d'une politique monétaire fermement accommodante, mais on a quand même des doutes parce que Ben Bernanke n'est pas très clair, mais peu importe, on est dans une phase de prise de profit sur le dollar américain. Donc cet aspect monétaire déjà est un premier aspect qui soutient la reprise des métaux précieux. L'aspect technique pur maintenant relatif à l'once d'or, le rebond sur ce support majeur à 1178 $. On est rentré ici dans une phase haussière, d'abord dans un canal ascendant. Et ici, je vous invite à observer une structure de retournement de tendance très claire qui a été construite ici entre 1180 $ l'once d'or et 1300 l'once d'or. Il y a plein de façons de la lire. Pour certains, il s'agit d'une tête-épaule inversée. Peu importe, ce qui compte, ce sont les objectifs théoriques de cette tête-épaule inversée. Pour cela, j'ai utilisé ici les extensions de Fibonacci. J'ai reporté donc l'amplitude de cette structure, de cette formation latérale de retournement de tendance à son point de cassure, qui s'est développé ici le 21 juillet, et ce qui me donne comme objectif 1373 $ et 1419 $, et oh, incroyable, 1419 $, c'est un niveau que je retrouve en extension, c'est une fois l'amplitude au point de cassure de ma structure de retournement de tendance, et c'est aussi un niveau de chartiste, ici, extrêmement précis, un niveau de chartiste horizontal. Donc je crois fermement la capacité de l'once d'or à rejoindre 1420 $ cet été avec une poursuite de la baisse du dollar américain. Ça c'est quelque chose, c'est une conviction forte. Maintenant, je vais aussi vous montrer l'impact que peut produire une divergence et l'association d'une divergence avec un élément de chartiste. Ici, par exemple, hier, j'ai vu de nombreux traders vouloir continuer à payer l'or en disant c'est haussier, c'est boule, c'est parti, ça part. Mais attention, l'analyse chartiste, cette fois-ci, vous disait attention, haut de canal. Et qu'est-ce que vous disaient les indicateurs de momentum? On va mettre ici le RSI. Au même moment où nous étions sous un haut de canal, nous avions ici, alors certes elle est petite, mais peu importe, une très belle divergence baissière sur l'once d'or. En plus, c'est les divergences que je préfère, les divergences courtes, sans peur et sans reproche, parfaites, en zone de surachat, au-dessus du niveau des 70. Une divergence baissière est active dès lors qu'on casse ici son creux. Elle était donc active dès les 1340 $, dès le point de contact avec la partie haute du canal. À partir de là, vous saviez qu'on allait entrer dans une phase de prise de profit à court terme, et on est revenu ici maintenant sur les 1301 $. Donc attention à court terme, même si l'once d'or est en train de... et dans un marché de rebond technique et que je vise 1420 $ au cours de l'été, à très court terme, je n'ai pas encore de conviction. Je ne sais pas si on va aller chercher précisément les 1300 ou le bas de canal à 1290 avant de repartir à la hausse. J'observe que le RSI teste le niveau des 50, mais qui pourrait aller chercher plus bas, revenir dans ces zones ici d'excès. Donc prudence. L'once d'or cet été, je le vois revenir à 1420 $ pour toutes les raisons techniques que je viens d'évoquer. Pour aussi le fait qu'il y a à nouveau une convergence intramarché, puisque l'argent développe exactement la même configuration que l'or. Donc là, rappelez-vous, ma vue intramarché, les métaux précieux sont alignés dans leur configuration technique. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas actuellement dans le rebond technique de l'or, je vous inviterai quand même à attendre un contact des cours avec 1300, 1290 pour être en position longue. Et puis pour ceux qui sont haussiers sur l'once d'or, écoutez, pour vous, pas de panique. Faites attention à vos stops, toujours sous le bas du canal, et puis objectif 1373, 1420 pour le reste de l'été. Donc ça, c'est en effet une conviction forte qu'on a chez DailyFX sur l'once d'or, et on l'accompagne d'ailleurs depuis les 1175, qu'on a fait de nombreuses alertes sur l'importance de ce support à 1175 $. Donc voilà, je voulais revenir sur l'or. Maintenant, moi, j'ai aussi des choses intéressantes à dire sur les paires en yens, mais je ne sais pas si parmi les auditeurs, vous souhaitez qu'on revienne sur certains actifs. Fabien, je ne sais pas. Bah, en tout cas, les paires en yens, ça va tout à fait nous intéresser. Moi-même, j'en ai là des positions. Moi, j'ai des positions à la vente sur un compte de swing trading sur le dollar yen notamment. Donc, moi, donc tu es vendeur sur le dollar yen, toi, Fabien? Tout à fait, ouais, je suis vendeur. Là, pour l'instant, je perds un peu d'argent. J'étais rentré à 99,04. D'accord. Donc, actuellement, on est à 99,68. C'est une vision plutôt long terme, hein, puisque si ça se passe mal, je sors en 3 fois. Donc, j'ai des stop loss qui sont placés à... donc j'ai un premier stop loss qui est placé à 101,65, donc je ferme un tiers de ma position. J'en ai un second qui est à 102,60 et enfin à le dernier tiers serait fermé si on atteignait 103,85, donc tu vois que c'est plutôt une vision moyen long terme, on va dire, en tout cas pas court terme. Donc voilà, en tout cas moi personnellement ça m'intéresse vraiment d'avoir ton point de vue sur les paires relatifs au yen. D'accord. Alors justement, moi je pense que là il peut se passer quelque chose sur les paires en yens. Ce qu'on observe à moyen terme,
sur les paires en yen depuis maintenant quelques mois, c'est une rupture. Une rupture par rapport à quoi? Par rapport à la forte tendance haussière des paires en yen depuis l'automne dernier. Donc ça, vous savez pourquoi il y a eu un mouvement haussier qui s'est développé comme ça en octobre dernier sur les paires en yen. C'est lorsque la Banque centrale du Japon, la BOJ, a annoncé des mesures non conventionnelles, des mesures monétaires expansionnistes très fortes. La volonté affichée à l'époque, à l'automne dernier de la BOJ, c'était d'affaiblir, mais c'était affiché, d'affaiblir le yen pour soutenir la croissance économique au Japon, soutenir l'industrie exportatrice japonaise. D'ailleurs, ça a produit ses effets puisque là, la Banque centrale du Japon, eh bien, elle est satisfaite et elle considère qu'elle n'ira pas plus loin dans ces mesures conventionnelles. Alors première chose, qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines sur les paires en yen? Elles se sont stabilisées. Elles sont rentrées dans un marché neutre. Vous l'avez ici sur l'USD yen, et vous l'avez aussi sur l'euro yen. Je vais vous montrer l'euro yen et je vais vous expliquer pourquoi je préfère vendre l'euro yen que l'USD yen. Alors l'euro yen, voilà, je vais le trouver. Donc voilà, regardez, de la même façon sur l'euro yen, à la suite d'un mouvement ascendant ici très puissant d'ailleurs, qui s'est aussi décomposé en 5 temps, on est désormais dans un marché plat de l'euro yen, un marché latéral. Alors, si les paires en yen ne font pas de nouveau plus haut, c'est que le yen ne baisse plus. Vous êtes d'accord avec moi? Si le yen ne baisse plus, c'est parce que la Banque centrale du Japon ne souhaite pas l'affaiblir davantage, et c'est surtout parce que la croissance économique est revenue au Japon. Et je vous invite à écouter le Premier ministre japonais qui, encore mardi dernier, disait voilà, la croissance est là, les perspectives économiques sont favorables, et ça a tendance, ça aussi, à soutenir un rebond du yen. Il y a une corrélation, pour moi, qui me paraît tout à fait intéressante et qui est en place depuis l'automne dernier, c'est que les actions japonaises ont été soutenues dans leur hausse par une baisse du yen. Alors pour vous l'illustrer, vous avez ici la représentation graphique de l'euro yen. Je vais superposer à ce graphique de l'euro yen un graphique du Nikkei. Vous allez voir, c'est hyper clair. Et lors des toutes prochaines heures, il y a plein de choses à suivre sur le yen. Alors, je vais le superposer. Voilà, le Nikkei. Je vais gonfler la courbe en largeur, que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc regardez, depuis l'automne dernier, vous avez donc clairement ici un alignement de tendance haussière des paires en yen et du Nikkei 225. Concrètement, le yen a baissé et a favorisé la hausse du Nikkei 225. Ça, c'est une corrélation qui est importante. Et vous voyez que le Nikkei 225 ne fait plus de nouveaux sommets et au même moment, les paires en yen ne font plus de nouveaux sommets. Concrètement, le Nikkei ne monte plus, ne fait plus de nouveaux sommets parce que le yen ne baisse plus. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pourquoi je pense que les paires en yen peuvent baisser? Déjà, il y a des raisons techniques propres aux paires en yen. Tu viens d'en parler là à l'instant, Fabien, sur l'USD yen. Moi, maintenant, je vais revenir un peu plus longuement sur l'euro yen. On est au contact des sommets historiques, des sommets annuels, pardon, sur l'euro yen. Vous avez ici le sommet en clôture à 132,60, le sommet en volatilité haute, le top de marché du 22 mai, ici, à 133,80. Sous cette résistance majeure à 132,60, l'euro yen est en train de construire une figure classique d'essoufflement haussier en biseau ascendant que vous reconnaissez ici. Déjà, première chose, il était tout à fait naturel de vouloir vendre cette résistance majeure. Le point de contact, hier, ayant été fait, on a fait un point haut à 132,74. Ensuite, il y aura davantage de mouvements baissiers de l'euro yen si jamais les cours de cet euro yen sortent par le bas du biseau ascendant. J'en reviens à mon décompte. Ici, j'ai identifié 5 temps de hausse. C'est tout à fait classique puisque généralement, dans 5 temps de hausse, la vague 3 est la plus forte. Elle peut même se sous-décomposer jusqu'à 13 sous-vagues. Regardez le nombre de vagues qu'on a dans cette 3. C'est la plus longue. C'est juste parfait. La 5 ici a marqué son top par quoi? Oh, magique. Ici, nous avions des divergences baissières d'indicateurs. Donc mes 5 temps de hausse, je les ai. Ensuite, c'est comme sur l'indice CAC 40, on fait une phase corrective en 3 temps. Ici, on a eu un premier mouvement correctif, une vague A. Et là, on est en train de construire ma deuxième vague corrective, ma B, sachant que une B peut retracer jusqu'à 100% de la A. Et ici, donc, 132,65, voire 133,80 en excès, correspondrait à 100% de retracement de la A par la B. Donc, c'est une zone de résistance qui est chartiste, qui a une existence en Elliott, une existence donc en retracement. Si jamais on sort par le bas donc de ce biseau ascendant, le premier objectif, c'est un retour dans le bas du biseau, c'est 128. Mais il y a bien sûr des objectifs intermédiaires et pour ça, encore une fois, vous travaillez en proportion de l'amplitude de votre biseau et vos objectifs de baisse, ce sera 131, 130, 37, 129,80 et ensuite 128. Alors au-delà des éléments propres aux paires en yen, au-delà des éléments en faveur d'une hausse du yen, car encore une fois on est bien d'accord, si les paires en yen baissent, c'est le yen qui monte, je me suis intéressé
eh bien, à cette corrélation qui existe entre les actions japonaises et les paires en yens. Et qu'est-ce que je constate? C'est que depuis plusieurs séances, le yen, le Nikkei plafonne sous 15 000 points, une résistance importante, celle du choc baissier de 7% qui a eu lieu le 23 mai dernier sur le Nikkei 225. Et attention, il y a un risque que les actions japonaises soient précurseurs. En tout cas, regardez, les actions japonaises, représentées ici par le Nikkei 225, ont cassé un niveau de support. Déjà, ça c'est une rupture, puisque depuis le début du mois de juin, il n'y avait aucune cassure de support sur le Nikkei. Et d'autre part, les actions japonaises sont sorties par le bas ici d'un canal ascendant et sont aussi sorties par le bas, je vais vous le montrer, ici, d'un triangle. Voilà, d'une configuration en triangle ici sur les actions japonaises. Et si on calcule d'ailleurs une fois encore en utilisant les extensions de Fibonacci, l'objectif théorique du triangle, l'amplitude au point de cassure, ça vous donne un objectif à 14 000 points. Tout ça pour dire que j'estime qu'à court terme, la baisse des actions japonaises n'est pas terminée, qu'on pourrait même revenir sur 13 700 points sur les actions japonaises. Et bien sûr, qui dit baisse des actions japonaises, dit hausse du yen, rendant donc tout à fait crédible un échec de l'euro-yen sous sa résistance majeure. Et enfin, je termine ce point en vous rappelant que ce soir à 1h30 du matin, vous avez la publication de l'inflation au Japon. Mardi dernier, le Premier ministre japonais s'est plutôt montré positif sur les perspectives de la croissance économique au Japon. S'il s'avère que l'inflation est plus forte que prévu, sur une base mensuelle, clairement, la Banque centrale du Japon n'aura plus aucune raison de maintenir durablement sa politique monétaire accommodante, d'affaiblir davantage le yen. Donc on a donc un ensemble de facteurs qui pourraient jouer en faveur d'une baisse des paires en yen. Mais attention, prenons d'abord en effet connaissance de ces données de l'inflation. Et pour en revenir à ma méthode d'analyse technique, vous savez que je joue exclusivement le premier contact avec les points. Et bien, je vous rappelle que la résistance majeure à 132,60, on l'a testé hier, pile poil, et que depuis, on a perdu plus de 100 points. Il y avait déjà 100 points à gagner, sans même savoir si on va vraiment sortir par le bas de ce bison. Voilà, donc c'était mon avis, Fabien, sur les paires en yen. D'accord. Alors, on voit donc effectivement du côté du Nikkei qu'on a déjà commencé, et qu'on a déjà présenté en tout cas des signaux concrets de début de correction. Ça n'est pas encore le cas sur l'euro-yen. Au contraire, on est quasiment sur les plus hauts, même sur l'euro-yen. Oui. Donc, ce qui peut être un avantage si... Oui, voilà, on ne sait jamais qui est l'imprécurseur, mais donc au vu de ta vision des choses, etc., donc tu es plutôt sur un biais baissier. Cependant, tu attendrais un signal de confirmation précis pour éventuellement établir une stratégie de vente de l'euro-yen. Est-ce que c'est quoi? C'est une grosse bougie, une bonne impulsion? Moi, l'euro-yen, je suis vendeur depuis la résistance majeure. Donc je suis t'es déjà vendeur? 132, exactement, depuis la résistance majeure. Maintenant, si on cherche un niveau de confirmation d'accélération, je reviens d'ailleurs sur l'USD-Yen. L'USD-Yen, qu'est-ce qui, toi, t'inviterait à considérer que on va accélérer à la baisse pour viser, par exemple, les 94, toi, Fabien? Qu'est-ce que tu surveilles? Alors, ce niveau horizontal? Alors moi je t'explique donc mon point de vue. Donc c'est effectivement on a eu donc une intervention de la Fed, enfin de la Banque centrale du Japon pardon, qui était quand même très importante, qui a vraiment bien marché, on peut le dire. Il y en a qui ont spéculé, qui ont fait énormément d'argent, on a entendu parler de George Soros, etc. Donc l'excès appelant l'excès, des très gros mouvements de hausse, surtout relativement artificiel, en tout cas déclenché pas par une économie classique, mais par vraiment une volonté de banque centrale, amène des mouvements excessifs. Et je pense que derrière, les corrections peuvent être excessives également. Derrière, d'ailleurs, on a vu tout de suite un retracement de 38,2% de l'ensemble de la dynamique haussière qui s'était établie depuis le mois de septembre. Donc là, c'était en mois de juin, mai-juin, on avait eu tout de suite un retracement de 38,2%. Ouais, les 93,50, c'était propre, c'est le support majeur. Vers les 93,50. Et ensuite, on a eu une belle hausse. Et à ce moment-là, on est revenu tester l'ancien support oblique haussier qui conduisait le mouvement de hausse donc depuis septembre. Voilà, effectivement. Et donc, on était pour moi dans une configuration de pullback très intéressante. Alors, ce que j'ai attendu, c'est une reprise en main concrète du marché par les vendeurs. Et tu vois, si tu zoomes, on a eu deux belles bougies de baisse. Donc, c'était, je sais plus exactement quel jour, mais c'était en juillet, là, mi-juillet. Enfin, tu vois les deux bougies de baisse en juillet, là. Donc, à droite encore. Voilà, celle-ci et celle d'après, tu vois. Ce rejet-là et ce rejet-là. Ces deux jours-là, d'accord. Ces deux jours-là d'affilée, tu vois, pour moi, là, à ce moment précis, au niveau du timing et de la configuration, c'était vraiment intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéressait de jouer ce scénario. Depuis, on s'est calmé, on est dans une espèce de phase de consolidation et on est stable. Moi, j'ai établi mon scénario, donc je continue à le jouer. Mais tu me demandes pourquoi j'ai pris position, c'était dans ce contexte-là. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, en fait, ce qui me gêne sur l'USD-Yen, c'est cette compression qui vient, j'imagine, qui épuise aussi tes nerfs. Bon, tu es vendeur depuis plus haut, mais elle est compliquée. Et c'est vrai que moi, je
j'aimerais bien en fait que le dollar index, je sais pas si toi tu utilises un indice dollar, mais clairement l'USD yen doit baisser si le dollar lui donne clairement un signal de poursuite de la baisse. En tout cas, il n'est pas évident. À un moment, j'ai cru qu'il y avait une moyenne mobile qui pouvait nous aider. Finalement, on se mal à malmener. Les 100 yens, on les malmène aussi dans tous les sens. Là, on aurait potentiellement une oblique. Donc, pourquoi pas un point d'accélération baissière autour des 99, des 99,40. Mais c'est pas évident. En tout cas, là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est si décrochage il y a, ce sera violent car on est dans des phases latérales depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a des intérêts dans tous les sens. Et je rappelle en effet qu'une sortie de biseau, par exemple sur l'euro-yen, c'est toujours très impulsif. Sinon, c'est que c'est pas un biseau. Et voilà. Et puis là, on a cet ultime indicateur hier, le décrochage des actions japonaises. Bon, on va voir si cela se met en place, mais si ça doit avoir lieu, c'est lors des prochaines 24 heures. D'accord. Et donc toi, une des raisons qui te fait aller vers l'euro-yen, donc on a compris ton point de vue, est-ce que c'est également justement le fait de pouvoir placer un stop loss très serré, puisqu'on est très proche des précédents plus hauts, donc à la fois très cohérent et très serré, qui peut permettre des ratios gain-perte vraiment importants, donc qui justifie tout à fait Exactement. une prise. Si vous voulez, dans les paires en yen, il y en a plein. Hein. L'USD yen, l'euro-yen, le GBP yen, le NZD yen, il y en a beaucoup des paires en yen. Et l'idée, c'était d'identifier le meilleur véhicule pour jouer une hausse du yen. Ça a été ma démarche. Et je me suis dit qu'en termes de rendement risque, l'euro-yen, lorsque on a fait un point de contact avec 132,60, offrait en effet un rendement risque intéressant, surtout au regard de cette séance du 22 mai où vous regardez tous les intérêts vendeurs qu'il y avait au-dessus de 132,60. Et à nouveau, on a fait une mèche. Voilà, je me suis dit que je pouvais vendre ici avec un stop 25-30 points tranquillement, car derrière, j'en vise pas 30, mais j'en vise beaucoup, j'en vise déjà au moins 400. Donc en effet, c'est du rendement risque, ce sont des considérations de rendement risque, de rapport entre l'espérance de rentabilité, à savoir 400 points, et le risque de perte, une trentaine de points, qui m'ont invité à prendre cette position. Ok, très bien. Bah écoute, merci Vincent, c'est très clair comme explication. Merci à toi Fabien. Il est déjà 19 h, alors je sais pas si tu as quelques minutes pour répondre à des questions qu'il y a sur le chat. Si, bien sûr, s'il y a des questions, je réponds avec plaisir. Ok, alors, bon ça on avait vu. Alors, Nico qui citait Karen Pelwell qui disait qu'elle avait dit « Seuls les indices US arrivent à monter au ciel à l'inverse des arbres ». Oui. En fait, oui, je me suis approprié d'ailleurs cette devise. C'est en effet Karen Pelwell qui l'a dit. Karen Pelwell disait « Les arbres ne montent pas au ciel ». C'est vrai que les tendances ne sont jamais éternelles. On n'a jamais vu une tendance haussière éternelle, une tendance baissière éternelle. Il y a toujours un moment ou un autre où on se retourne. Et elle m'a fait beaucoup rigoler, Karen, la dernière fois en disant les arbres ne montent pas au ciel, sauf les indices américains. Et Karen m'avait dit ça avant que le S&P 500 et le Dow Jones ne fassent de nouveaux sommets historiques. On était dans ce mouvement haussier vertical et j'étais bluffé. Je disais c'est pas possible. À un moment ou à un autre, on va bien ne serait-ce que retracer. Et Karen m'a dit mais les arbres ne montent pas au ciel. Je suis d'accord avec toi. Et elle a ajouté sauf les indices US. Et finalement, le temps lui a donné raison, puisqu'on a, sans phase de pullback, à part ces petites phases latérales, on a fait de nouveaux sommets historiques. Mais naturellement, les indices actions américains, s'ils ont cette capacité à aller toujours plus haut, c'est tout simplement parce que on a derrière une politique monétaire, la politique monétaire des États-Unis. De toute façon, pour moi, la source principale des tendances sur les marchés financiers, c'est pas le cadre macroéconomique, c'est la politique monétaire et point barre. D'accord, très bien. Alors, Market Bull qui donnait un lien, alors je ne sais pas si c'est en rapport direct, qui disait pour ceux qui ont envie de lire, et c'était un lien vers... Alors, j'arrive pas bien à lire ton lien Market Bull, enfin en tout cas je vois pas ce que tu veux nous montrer dessus. Bon, si tu veux préciser ce que tu voulais montrer Market Bull, puisque là j'arrive pas à ouvrir le truc. Pour en revenir d'ailleurs aux indicateurs de tendance sur l'euro-dollar, pour les traders de l'euro-dollar, je vous invite à regarder la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Moyenne mobile exponentielle à 34 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, elle est juste parfaite. C'est Ray Garner qui utilise ça. Exactement, tout à fait. Ouais, elle est parfaite, elle produit vraiment des effets impressionnants sur l'euro-dollar. Ok, bah effectivement là on avait parlé l'autre jour, je crois que c'était des gens qui avaient vu ton live, justement qui étaient possible. venus m'en parler, ça m'a rappelé, parce que moi il y a quelques temps j'utilisais également, ça fait un moment qu'elle utilise ça, de toute façon Ray Horner, donc elle utilise à la fois sur les points les cours de clôture, mais également sur les cours les plus hauts et les cours les plus bas, et donc ça forme une vague, c'est ça? C'est quelque chose que tu utilises toi? Alors moi c'est quelque chose que j'ai découvert comme tu dis dans un live. Moi j'avais l'habitude de paramétrer mes indicateurs sur cette série mathématique de Fibonacci, mais j'avais pas forcément l'habitude d'utiliser cette moyenne mobile là, ce paramétrage sur cet horizon de temps là. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert
en écoutant mes auditeurs dans les lives de trading DailyFX, donc comme quoi on s'enrichit beaucoup mutuellement. Ok, parfait. Et donc, ouais, bah, effectivement, c'est assez impressionnant, la précision. Elle a fait à la fois zone de résistance parfaite quand on a eu la dynamique baissière, et on voit que derrière, au moment du retournement, on a cassure, donc on peut prendre position très facilement, et derrière, on a juste à racheter tout contact avec cette dernière. On en a encore eu il y a quelques heures. Point d'entrée, ouais, c'est propre. Hein. Voilà, comme quoi on peut utiliser l'analyse chartiste, indicateur de tendance, parfois ça suffit. Le tout c'est d'avoir sa méthode et surtout de maîtriser sa méthode. Et avec une bonne dose de rendement risque, on est censé préserver son capital et gagner de l'argent si tout va bien. Voilà. Ok. Alors, toujours au niveau des questions, salut à Nico. Il y avait un lien qui était partagé sur Ishimoku, d'accord. Donc pour ceux qui s'intéressent à Ishimoku, vous aurez plus d'informations avec le lien que vous a partagé à base. Indien qui disait, ouais, ok. Des idées à nous donner, par exemple un plan de training et un money management. Ouais, bah d'ailleurs ça c'est un petit truc que je voulais te demander rapidement parce que là on est en fin d'émission. Mais alors toi ton travail de toute façon c'est d'analyser les marchés, donc de décortiquer, de décrypter et de présenter quelque chose, des opportunités globales aux investisseurs. Alors après c'est vrai que quand on investit concrètement, il faut rentrer dans les choses plus précises, à savoir justement déterminer son caractère, son attente, aussi bien au niveau des points d'entrée et points de sortie que du money management. Toi, à titre personnel, si peut-être, je suppose que tu as déjà tradé à ton compte, etc., ou pour d'autres personnes, mais... j'ai eu un certain nombre de comptes, ouais. Voilà, tu as dû être dans le concret. Quel est plutôt ton type d'approche, toi, personnellement ? Alors, mon type d'approche pour ouvrir une position, ce genre de choses ? Voilà, dans le concret, ouais, pour trader en fait. Donc, une fois que tu as établi des scénarios possibles, etc., la manière de les jouer, est-ce que c'est plutôt du swing, du court terme ? Pour moi, alors, sur l'horizontal, en effet, je suis beaucoup plus à l'aise en swing trading. Donc, je vais jouer des scénarios sur au moins plusieurs séances. Pour moi, il y a vraiment deux choses hyper importantes. Première chose, d'identifier ce que j'appelle, moi, les points. Un niveau qu'on va retrouver au moins 2 fois. Lorsqu'on a identifié, deuxième étape, jouer le premier contact et uniquement le premier contact avec ce point-là. Et on joue le premier contact avec ce point-là si on a du rendement risque. Moi, généralement, sur les paires de devises, ça va être des stops à 15, 20 points. 15-20 points, pas plus, parce qu'on a des produits, c'est serré parce qu'on a des produits sur marge, 15, 20, voire 30 points, pour essayer d'aller en attraper 100, 150, 200. Voilà, concrètement, c'est à peu près comme ça que je fonctionne à chaque fois dans les opportunités de trading. Ouais, d'accord, ok, donc c'est très précis. Donc voilà, très gros ratio gain-perte, de l'ordre de 6, 7... Quitte à faire moins de trades, exactement, quitte à faire moins de trades, se concentrer vraiment... sur les gros points, quoi. C'est donc du swing. Je fais pas partie de cette catégorie. Je fais pas partie des scalpers. Je multiplie pas les ordres. Je suis pas du tout à l'aise dans cette façon de trader et je la maîtrise pas. Donc je me concentre sur ce que je sais faire. Mais j'essaie d'apprendre. Et on est tous là pour apprendre progressivement. Ok. Tiens, un mot là par rapport justement aux opportunités. On a la Banque centrale suisse qui depuis plusieurs mois maintenant, même de nombreux mois, protège justement ce seuil des 1,20 et on a l'occasion de rester très proche de ce seuil. Et pour l'instant, la Banque centrale suisse ne faiblit pas du tout, donc elle protège parfaitement ce seuil. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, choper les points bas tant qu'on est au-dessus de 1,20 parce qu'on peut mettre son stop sous 1,20 et dans un métier comme celui de trader où on essaye justement de mettre les probabilités dans son sens, avoir la chance d'avoir derrière soi et qui protège son stop une banque centrale comme la Banque centrale suisse, c'est quand même une chance. Moi c'est en tout cas mon point de vue. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ah, je suis complètement d'accord avec toi, c'est juste incroyable, parfois on se dit que c'est trop facile, bon, à un moment ou à un autre elle peut arrêter de le défendre, c'est un peu le risque qu'on pouvait se prendre ici, parce que le jour, donc là on pouvait tenter plein d'achats, et puis si du jour au lendemain elle annonçait qu'elle cessait de défendre, on se prenait un gap de 500 points, donc c'est un peu le risque auquel on s'exposait, mais elle avait clairement pas l'intention de faire ça, puisque le franc suisse avait beaucoup trop monté. Maintenant on est un peu éloigné de ce stade. Le franc suisse, moi j'ai un peu du mal à le lire ces derniers temps. Le franc suisse, écoutez, là il a clairement tendance encore à baisser, à court terme dans un mouvement qui est censé encore être haussier ici sur l'euro franc suisse, mais j'ai du mal avec le franc suisse, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu son aspect refuge depuis que la Banque centrale justement est venue défendre cette zone de 1,20, alors qu'avant c'était simple, il avait un aspect refuge comme le yen en avait un sur le marché des changes. Maintenant je suis vraiment plus à l'aise avec les mouvements du franc suisse. Et de manière générale, les paires en franc suisse, je ne les connais pas bien. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que dès lors qu'un niveau est défendu par une banque centrale, on peut le jouer au début lorsqu'elle commence à le défendre. Et puis de toute façon, c'est comme d'habitude, plus le temps passe, moins il y a de chances qu'elle continue. À un moment ou à un autre, elle va arrêter de le défendre.
Donc voilà, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les points, quoi. On va jouer le premier contact, le deuxième contact, généralement le troisième, la polarité peut s'inverser. Donc voilà, mais en tout cas je suis d'accord avec toi. Les banques centrales font les tendances sur les marchés financiers, les banques centrales font les tendances des monnaies, les banques centrales influencent directement le comportement des actions, j'ai l'impression encore plus que la capacité d'une entreprise à être profitable. Voilà, c'est clairement quand on a la chance qu'une banque centrale dise comme ça ouvertement, bah voilà, ça passera pas sous 1,20. C'est Moi ça m'avait surpris quand on avait annoncé ça, je me disais mais c'est de la distorsion de marché, c'est plus une libre évolution des prix, c'est du grand n'importe quoi. Moi ça a été ma première réaction à l'époque et maintenant j'ai l'impression que c'est pas la seule banque centrale à le faire. Il me semble que c'est le HKD, non? Il y a une autre devise comme ça qui est défendue par une banque centrale. C'est Adrien qui en parle souvent. Alors là, en l'occurrence, le Ouais. USDHKD, c'est pas une banque USDHKD centrale, qui est c'est défendu. un peu un conglomérat de plusieurs banques commerciales Trois mais qui banques, défend voilà, trois banques, effectivement un seuil très précis. Donc c'est le même contexte. Hein, c'est... Exactement, donc bah là c'est pareil, ça se tente aussi, mais bon, je trouve que ça dénature un peu l'analyse graphique. D'accord, Voilà. ouais, au niveau de l'analyse graphique. Alors après, là, Mais après, c'est la sûr, base du ça trader, fait c'est gagner de plaisir. l'argent. Donc C'est clair, c'est des c'est bien pour opportunités gagner de quand même. l'argent, ça je suis d'accord avec toi Fabien. Voilà. Bien Alors, d'accord. mais par contre, oui, c'est clair. Bah, d'ailleurs, on voit d'ailleurs les limites parfois de l'analyse technique. On est toujours obligé de faire un peu de fondamental parce que là, quelqu'un qui regarde absolument aucune analyse toujours. fondamentale, il comprend rien. Pourquoi Mais de on toute arrête façon, là, etc. Ça n'a toujours aucun derrière les sens, mouvements de bien sûr. marché, il y a des réalités macroéconomiques, il y a des réalités microéconomiques, il y a des réalités monétaires. Pour moi, c'est les trois aspects. Et c'est l'articulation des résultats des entreprises, ce que j'appelle la micro, la macro, les stades d'une zone géographique à l'autre, les perspectives, les indicateurs avancés, ce genre de choses, la politique monétaire, comment les politiques monétaires se confrontent les unes par rapport aux autres. C'est l'articulation de tous ces événements hors analyse technique qui crée les mouvements de cours, et l'analyse technique, elle est là pour essayer d'interpréter justement, de comprendre derrière les conséquences de cette articulation sur les cours. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en passer. Mais bien entendu, je ne fais pas partie des analystes techniques qui ont pour principe, et j'en connais, j'ai connu des analystes techniques par exemple qui ne faisaient que du Elliott et qui avaient pour principe d'ignorer tout ce qui se passait à côté. Il y avait un chiffre qui on attendait, un chiffre du PIB, une décision politique monétaire, non, ils s'en fichaient. Ils faisaient de l'Elliott et peu importe. Pour moi, ça c'est un comportement extrêmement dangereux pour ceux qui investissent. D'accord. Et ça, là, quand tu parles de personnes qui travaillent comme ça, tu parles en salle de marché, notamment quand tu étais chez BNP Com- ou... Complètement, et c'est exactement ça. Alors, je ne vais pas citer un organisme particulier. Hein. Non, ouais, je dis ça pas par rapport à une société, je dis ça, ouais, est-ce que tu sais, quand dans le monde Il y a tout à fait dans des, voilà. dans des salles de trading de professionnels qui gèrent des millions, des desks intégralement dédiés parfois à une seule et même méthode d'analyse technique. Et c'est un point de vue personnel, hein, pour moi, c'est pas sérieux. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Ok, alors, bon, allez, on va finir très vite, parce que là il est tard. Alors, des idées à nous donner, ça on avait vu. Ça, désolé Market Blue, là on va pas avoir le temps de regarder d'autres actifs, parce qu'il est tard. Nico, vous dites merci à vous, j'aime ce site, ok. T'as un lien de téléchargement pour voir les vidéos sur Elliott, pas tellement grave. Ok, bah n'hésite pas à le remettre Market parce qu'il marquait pas le lien, donc si t'en as un autre, n'hésite pas. Ainsi utilisé, quel paire ou quel produit bien corrélé à quand pense-t-il ouais, donc il y avait ainsi soit-il qui disait quel paire ou quel produit est bien corrélé avec euro-yen à part le Nikkei. Alors, il y a le dollar-yen, mais sinon, c'est toutes les devises en yen ou tu as également remarqué d'autres corrélations précises Alors, j'ai pas de corrélation précise à citer comme ça. En effet, les paires en yen le sont, mais à différentes mesures. Non, là, j'ai pas de corrélation précise à citer, mis à part la plus belle, qui est l'alignement avec le comportement des actions japonaises. D'accord, ok. Alors, ainsi soit-il, pourquoi tu demandais ça en fait? Parce que ça fait déjà pas mal de produits là qui sont corrélés, donc plusieurs manières de les jouer et de les comparer. Pourquoi tu voulais encore d'autres produits, si tu peux préciser? Et dernière question, donc Nico qui disait est-ce que tu penses un jour monter un compte témoin comme Nicolas Chéron l'avait fait pendant un moment ou pas voilà. Oui. Bah, pourquoi pas pour l'instant, alors je viens d'arriver chez DailyFX, là je me concentre l'essentiel de mon temps au-delà de l'analyse des marchés sur la partie éducative, mais à un moment ou à un autre, lorsqu'on aura fini de développer tout ce qu'on va lancer prochainement, pourquoi pas des comptes témoins de trading, comme avait pu le faire en effet Nicolas Chéron. Ça c'est une possibilité, après c'est une question de temps, parce que je pense que avoir un vrai compte trading, il faut pouvoir s'y consacrer au moins 70-80% de son temps, et
voilà, pour l'instant c'est pas le cas, mais oui, c'est envisageable. C'est clairement quelque chose qu'un jour je ferai. Ok, bah très bien, c'est une réponse intéressante. Bah écoute, merci Vincent. Si tu as des derniers mots à dire, peut-être un message un peu commercial, puisqu'on rappelle que tu es quand même analyste pour FXN, donc c'est normal que tu promeuves le broker chez qui tu travailles, donc n'hésite pas. Oui, écoute, c'est très gentil Fabien. Moi, je tiens à remercier tous les auditeurs. J'espère que ça vous a plu. Et je tenais donc simplement à vous dire que, en effet, chez DailyFX, on a une salle de trading qui tourne 4 fois par jour, où on essaye d'accompagner en direct, comme on vient de le faire maintenant, toutes les statistiques économiques qui accompagnent les cours. Donc, dans cette salle de trading DailyFX, vous pouvez nous retrouver tous les matins à 9h15 pour l'ouverture du CAC, à 11h pour l'impact des statistiques européennes, et généralement l'après-midi à 14h30 ou à 15h15 pour l'impact des statistiques américaines. N'hésitez pas à vous connecter, on est plusieurs centaines, on répond à toutes les questions, on prend le temps. Exactement le même type de point de marché qu'on vient de faire maintenant avec toi Fabien, avec vous tous. Voilà, merci à tous en tout cas. Ok, merci Vincent, à très bientôt. Merci Fabien, au revoir. Voilà, donc Vincent Gann, je sais pas ce que vous en avez pensé, très intéressant pour ma part. Voilà, après, c'est pas une méthode qui a quelque chose d'exceptionnel, etc. En revanche, c'est un point de vue d'un professionnel du métier, notamment un ancien trader en salle de marché chez des banques ou des salles de marché connues et prestigieuses. Donc c'est des points de vue importants, intéressants et de qualité. J'espère que ça vous a plu. Ce sera disponible en différé, comme les autres vidéos. Voilà, donc je pense qu'on a eu un bon point de vue sur sa méthode de travail, sur sa grille de lecture des événements et des marchés financiers, sur son type de prise de décision et de trading concret. Après, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez suivre au quotidien, effectivement, ça se passe sur DailyFX. Je vais vous mettre le lien. Je suppose que tout le monde connaît, mais si vous avez des dernières questions à me poser à moi, n'hésitez pas. Ok. Alors, voilà. Qu'en pense-t-il de ça? On avait vu. Il est dommage que FXM n'a pas de compte en centimes, disait Mips. Ouais, tu veux dire pour débuter avec de très faibles capitaux, ouais, après c'est un choix. Bon, après, c'est vrai que ça peut se comprendre, hein, un courtier, quand il fait des comptes en centimes, comme c'est le cas chez Wanda par exemple, dessus il gagne quasiment rien, donc c'est pas toujours motivant. Par contre, ce qui est un avantage, c'est vrai que c'est de permettre même aux plus petits comptes de commencer à trader avec, donc ça peut ramener beaucoup de clients, etc. Donc c'est une politique commerciale, ça, de proposer ou non des comptes en centimes. Il y en a très peu qui le font, donc voilà, effectivement, donc pour toi c'était un bémol. Un celui qui disait, il est excellent, je le préfère à Chéron, il est clair et passionné, ça se voit. Redonne son site, Fabien STP. C'était Forex Trading Stat, mais c'était pas son site perso, hein, je crois. Je sais pas exactement, alors je sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Je ne vais pas dire de bêtises. Je vais vous le mettre. Forex Trading Stat. Trading Stat, pardon. Attends, je vais mettre le lien, de toute façon. Ok. Nico qui disait j'aime bien son approche. Ok. Allez, bonne soirée à tous. Demain c'est vendredi, oui, je suis là. La semaine prochaine, je serai pas là, je pense. Hein, je vais partir une petite semaine en vacances. On en parlera demain. Allez, bonne soirée à tous. A plus tard sur videobourse.fr. Tiens, avant de vous quitter, un petit mot sur le compte dont vous pouvez suivre les résultats à tout moment. Bon, c'est pas le top en ce moment, bon, c'est pas catastrophique non plus. On a 158 € de perte en cours, donc une équité à 10 192,44 €. Je veux pas que vous pouvez suivre ces résultats à tout moment en cliquant au-dessus ou en dessous du cas de diffusion de l'émission via MyFXBook. Actuellement, on a 4 positions ouvertes, donc vente à UDCAD, 1 mini lot, vente CAC 40, il nous reste un tiers de la position, donc 40 centimes par point. Vente du dollar yen, vente du dollar face à la livre turque. C'est sur le dollar face à la livre turque qu'on perd le plus, mais dans l'ensemble, c'est 4 petites pertes. Et bon, ce qu'on peut dire, c'est que les marchés sont calmes. Il n'y a pas de mouvement franc et qu'on est toujours positif depuis l'ouverture de ce compte de 1,92% et qu'on continue à travailler sérieusement. Voilà.